Bonjour. Merci d'être venu voir Spark on K8s with S3. Ça marche pas. Alors, moi je suis Guillaume Albini, développeur chez Publicis Sapiens Engineering. Sergio Dos Santos, développeur également chez Exebia, Publicis Sapiens Engineering. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de comment on a fait fonctionner Spark sur Kubernetes. Ça va être un retour d'expérience d'une mise en place chez un client. On va vous donner quelques tips and tricks qui ont fonctionné pour notre cas. On va parler de data un petit peu, en plan, on va parler de data post-Hadoop, comment on fait fonctionner Spark sur Kubernetes, l'approche qui a fonctionné pour notre use case, les tips and tricks de la configuration de S3, et aussi on va parler de ce qu'on a mis en place pour faire tourner nos jobs et pour les monitorer. Donc, data post-Hadoop, en gros, Spark, les approches classiques pour faire tourner du Spark, ça va être, on va avoir un client qui va créer des drivers, qui va lui-même créer des exécuteurs, et en général, on va avoir une approche dans un environnement Hadoop avec un gestionnaire de ressources Yarn, et aussi on a la possibilité d'utiliser des systèmes de fichiers distribués, toujours dans une distrib Hadoop pour toute la partie données. On a aussi une autre approche qui va se baser sur du Spark en mode standalone, et là, en fait, on va avoir des Spark Master plus un cluster Zookeeper pour pouvoir gérer toute la partie achat. Et en fait, tous ces setups-là, c'est quand même des choses qu'il faut mettre en place si on ne les a pas. Et donc du coup, c'est quand même, il y a un coût de démarrage assez conséquent. On a désormais la possibilité de faire du Spark en mode Kubernetes, c'est-à-dire dès lors qu'on a un cluster Kubernetes, on n'a plus trop de setup à faire. Et au final, l'exécution est un peu similaire. On a toujours un client qui pop, un driver, qui pop des exécuteurs. Et au final, ces drivers, ces exécuteurs, ils vont être gérés sous forme de pods dans Kubernetes. Donc on n'a plus tout le setup qui va autour de ça. On a également la possibilité d'utiliser de l'object storage. Et donc, en fait, c'est un stockage complètement externalisé. Et en fait, du coup, c'est une approche qui peut être séduisante, mais est-ce que c'était applicable à notre cas? Notre use case, c'était en fait de faire de la recommandation qui se fondait sur de l'analyse de logs. Donc, on avait en fait une vingtaine de gigas de logs qu'on traitait par heure. On comparait ça avec un référentiel et derrière, on produisait des recommandations. Ce qu'on avait à notre disposition, c'était un cluster Kubernetes managé. En revanche, on n'avait pas de stockage sur les machines Kubernetes, c'est-à-dire que dès qu'on perdait une machine, le disque était perdu. En revanche, on avait du stockage objet managé. Effectivement, dans cette configuration, faire du Spark sur Kubernetes avec un object storage, c'était plutôt séduisant puisqu'on n'avait pas de distribution à mettre en place, ni de cluster Spark à mettre en place. Et on va montrer comment est-ce qu'on a fait tourner les jobs. Merci Sergio. Alors, pour faire du Spark dans Kube, il y a deux possibilités. Soit utiliser la commande Spark Submit, fournie avec la distribution de Spark, soit utiliser l'opérateur Kubernetes Spark Operator. Alors, la commande Spark Submit, elle est disponible depuis Spark 2.3 et fonctionne à partir d'un Kube 1.6. Elle est incluse dans le projet Spark, donc si vous le téléchargez, vous avez déjà la possibilité de faire du Kubernetes. C'est la même approche que quand on fait avec Yarn ou Mesos, donc pour ceux qui ont déjà l'habitude de faire du Spark Submit, ça ne change pas beaucoup. La grande petite différence, c'est qu'on a besoin d'avoir une image Docker, on est dans Kube. Et ce qui est bien, c'est que Spark fournit en fait le shell pour créer l'image Docker à partir de ses sources. Ça permet de commencer assez rapidement. Donc voilà la commande un peu brute. Donc ça ressemble à une commande classique pour lancer un job Spark. Donc ici, on définit en fait le point d'entrée sur notre Kubernetes avec le K8s. Ensuite, on donne des instructions classiques, mode cluster ou mode client, le nom de notre job et la classe qu'on souhaite exécuter dans le jar. Un peu de conf lié à Spark, et la dernière ligne, c'est l'accès à votre jar. Et donc là, c'est en local, c'est que le jar est dispo dans l'image Docker, via ce pass-là. Il y a plein d'options, je ne rentre pas dans le détail, il faut aller voir la doc de Spark, c'est assez fourni pour Kubernetes. Donc l'idée, comment ça fonctionne? Spark Submit en mode client lance le driver en local, c'est-à-dire à côté de la commande Spark Submit, et le driver va interagir en fait avec l'API serveur de Kubernetes, qui lui va lancer les exécuteurs qui vont réellement exécuter le job. Et en retour, on a un 0 ou un 1 en fonction de si ça va fonctionner ou pas. Mode cluster, cette fois-ci, Spark Submit interagit directement avec l'API serveur de Kubernetes, lance le driver dans un pod, et le driver va lancer des exécuteurs qui vont exécuter dans d'autres pods. Là, la petite différence, c'est que le retour de code est toujours 0, que ça se passe bien ou mal. Il faut vraiment aller voir les logs pour savoir si le job s'est terminé correctement. L'autre approche, Spark Operator. Donc là, c'est des Custom Resource Definition de Kubernetes. C'est le moyen d'étendre un cluster Kubernetes. Il y en a deux, il y a le Spark Application et le Schedule Spark Application. En sous-jacent, ça s'appuie toujours sur la commande Spark Submit, donc on a les mêmes prérequis, mais par contre, ça fonctionne à partir de Kubernetes 1.8.
Pour interagir, pour pouvoir lancer les jobs, on peut soit utiliser la commande kubectl de cube classique, ou ils ont aussi développé une commande sparkctl qui simplifie quelques actions. Ça apporte en plus la gestion des métriques avec l'export vers Prometheus qui est directement inclus. Par contre, c'est toujours en bêta depuis plusieurs mois et c'est une librairie Google, mais elle n'est pas officiellement supportée par Google. Donc l'idée, c'est que notre commande, elle prend un fichier YAML. C'est elle, donc effectivement, elle va directement interagir avec l'API serveur de Kubernetes, qui lui, voyant que c'est des custom resource definition du Spark Operator, dialogue avec lui. Et il y a des échanges entre les deux, ça va lancer le driver dans un pod. Le driver va réinterroger l'API serveur pour lancer les exécuteurs dans d'autres pods. Là, le retour, en fait, il faut réinterroger le job pour savoir si c'est bien terminé ou pas. Donc les avantages inconvénients un petit peu dans le cas de Spark Summit, c'est le projet Spark. L'approche, elle est connue pour ceux qui ont déjà fait du Spark et ça évolue rapidement. L'avantage pour Spark Operator, c'est une intégration un peu plus forte de Kubernetes. On a déjà des métriques, on a un cron intégré et on a une commande dédiée qui peut un peu simplifier. Des avantages pour Spark Summit, il n'y a pas de cron, pas de métrique. L'intégration K-Vitesse n'est pas encore très poussée. Il n'y a pas de gestion de workflow, ce qui est quand même pratique quand on fait de la data. Et il faut embarquer par défaut le code dans l'image. Et les défauts pour le Spark Operator, ça dépend de Spark Summit, donc ça dépend des évolutions de Spark Summit. C'est encore du bêta, toujours pas de workflow, il faut toujours le code dans l'image Docker. Et du rejeu avec Kubernetes, il faut souvent détruire le YAML pour le réappliquer. Et là, on va vous présenter comment on a mis ça en œuvre. Donc au final, dans les deux approches, que ce soit Spark Summit ou Spark Operator, on a quand même quelques manques. On est quand même parti sur l'approche Spark Summit, puisque c'est l'approche classique. Et la version opérateur, c'était encore en bêta, donc on est plutôt parti sur la version classique. Pour combler les manques qu'on avait avec juste les lignes de commande, en fait, ce dont on avait besoin, c'était aussi avant tout avoir un outil qui permet de déclencher tous les jobs. Donc on est parti sur Airflow. Airflow, pour aussi d'autres raisons, c'est toute la partie planification dans le temps, c'est-à-dire qu'on va exécuter des jobs à intervalles réguliers, toutes les heures. On a aussi des fonctionnalités qui me permettent de mettre en place du rejeu en cas d'erreur, de manière automatique ou en manuel. Aussi une fonctionnalité qui est très intéressante et qui était vachement utile dans notre cas, c'était la fonctionnalité de backfill, c'est-à-dire potentiellement si le job s'arrête pendant quelques temps, lui, Airflow est capable de rattraper tout le retard une fois qu'on relance le job. Il y a aussi la fonctionnalité de workflow, c'est-à-dire qu'on peut décrire un job compliqué qui enchaîne plusieurs étapes. Et aussi, on a une interface graphique qui permet de consulter le statut des jobs et aussi potentiellement relancer manuellement les jobs qui sont en erreur. L'approche, donc Airflow, ça, en fait, on peut décrire des jobs avec une succession d'étapes. Les étapes, en fait, ça utilise un mécanisme d'opérateur. Naïvement, on est parti sur l'opérateur bash. Donc, on a repris notre commande que Guillaume vous a montré et en fait, on l'a mis dans l'opérateur Airflow. Le problème qu'on a rencontré avec ça, c'est qu'effectivement, le code retour en cas de lancement du job en mode cluster, c'est toujours 0. Et si on veut corréler l'erreur du job Spark avec l'erreur dans Airflow, il faut s'amuser à parser la sortie standard. Donc on a creusé et en fait on a trouvé un autre opérateur qui est plus approprié, qui est le Spark Summit Operator. Et lui, en fait, il fait déjà tout ce travail de parser la sortie standard pour détecter les erreurs. Il y a un peu plus d'intégration avec Airflow dans le sens où il faut définir une connexion spécifique qui va permettre de donner la conf pour lancer le job au niveau de Airflow. On est un peu plus lié à Airflow versus la version bash opérateur, mais c'est un moindre mal puisqu'on n'a pas réinventé tout le parsing de log. Pour résumer, notre approche, c'est qu'on va avoir un service Airflow qui va être géré par Kubernetes. Celui-ci, il va déclencher via l'API server, donc il a le droit de communiquer avec l'API server Kubernetes. Il va lancer des drivers et lui-même va pouvoir lancer des exécuteurs qui vont être lancés également sur Kubernetes. Donc là, on a toute la partie traitement. On va regarder maintenant la partie données. Alors, comme je l'ai dit, en fait, on n'a pas de, comme on vous l'a dit, on n'a pas de volume dédié. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même accéder à un système de fichiers. Et donc nous, on est parti sur S3. Et donc pour intégrer en fait nativement Spark, la distribution Spark contient pas ce qu'il faut pour interagir avec S3. Donc là, je vous ai mis les jars qu'il fallait intégrer dans l'image. Et il faut mettre tout ça en fait dans le Spark home.jar. Donc il faut un peu d'Hadoop et un peu de SDK AWS. En fait, ensuite, il faut donner accès à votre exécutable, à votre S3. Et donc ça, c'est la conf. Donc il faut juste donner le endpoint. Donc là, j'ai mis Amazon. Ensuite, l'access key et le secret, quelle est la version du protocole qu'on veut utiliser, et mettre le pass style access à true.
Donc cette conf, vous pouvez la mettre directement dans la commande Spark Submit. Bon, ce n'est pas forcément très pertinent. Par contre, avec Cube, on peut faire des config Mac et au mieux même des secrets. Et dans votre image Airflow, vous pouvez monter ce secret dans le OPT Spark Conf, ce qui fait que quand Spark va lancer sur l'image Airflow, il aura les infos pour se connecter au S3. Ensuite, je vous l'ai dit qu'il fallait embarquer le jar dans votre image par défaut. Bah là, vous avez ça avec S3, vous pouvez mettre votre jar sur S3 et vous dites que vous faites du S3A, donc c'est le protocole. Et là, Spark saura aller trouver le jar grâce aux infos de connexion. Ensuite, pour interagir avec le job, doit interagir avec le file system, il y a quelques options à positionner. Déjà, dire à Hadoop que son file system par défaut, c'est du S3. Comme ça, lui, il se positionnera dans le bon bucket. Faire du fast upload, ce qui optimise un peu grâce à un buffer l'upload de fichiers. Vous pouvez mettre les ACL que vous voulez, read, write. Et surtout, la deuxième option, c'est le MapReduce File Output Committer en algorithme version 2. Alors ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, par défaut, Spark, quand il a fini un job, il va écrire dans un fichier temporaire. Et une fois que il a fini d'écrire dans ce fichier temporaire, il fait un move à la racine. Et ça, en S3, c'est super coûteux. Parce qu'en fait, un move, c'est une copie plus un RM, et la copie, ça prend vachement de temps. Et donc, vous allez voir votre job qui fait rien. Par contre, il n'est toujours pas terminé. Et bien, si vous mettez l'algorithme à 2, en fait, on dit à Spark, vous écrivez directement à la cible. Et vous évitez ce déplacement de fichier. On va regarder maintenant ce qu'on a mis en place pour du monitoring. Alors, rappel un peu du contexte. Donc, ce qu'on a besoin, c'est finalement on va des jobs, et on veut connaître leur statut et la durée d'exécution de ces jobs. Et comme on est sur du Kubernetes, on veut pouvoir corréler ces informations de job avec les informations sur les nœuds Kubernetes. À notre disposition, on a toujours notre cluster Kubernetes Manager. Et il se trouve qu'aussi, on a par ailleurs une stack de monitoring Prometheus Grafana qui est déjà configurée correctement, sécurisée et supervisée. Donc, on veut la réutiliser. Donc, comment ça se matérialise? On a effectivement notre Prometheus Grafana qui va être à l'extérieur de notre cluster Kubernetes. On va avoir notre service Airflow à l'intérieur de notre cluster. Et le problème, c'est que Airflow, en fonction des arrêts relance ou des échecs, il va se déplacer sur les différents nœuds. Donc, pour avoir un point d'entrée unique au sein de notre cluster, on a mis en place un Prometheus fédéré. Prometheus fédéré, une fois qu'il est à l'intérieur du cluster, il peut découvrir via les API Kubernetes tout son environnement et notamment récupérer les métriques des machines Kubernetes. Et ensuite, il peut aussi scanner les services, et notamment Airflow, pour aussi voir si les services exposent des métriques en Prometheus. Et il se trouve que Airflow, par défaut, ne le fait pas. Donc on a dû ajouter un plugin qui est développé par Epoch 8 qui permet de fournir ce endpoint avec les métriques Prometheus. Et donc une fois qu'on a ça, globalement, on a toutes nos métriques qui remontent sur Grafana, on peut faire des dashboards, on peut faire de l'alerting. Et ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'au final, régulièrement, on a des jobs qui tournent, mais on a des exécuteurs qui se font tuer régulièrement. On regarde donc du coup la conf, on a un code 137 qui correspond à un out of memory. On regarde la conf associée, on a bien cité les paramètres de mémoire, 1 giga. Et en fait, en creusant un petit peu, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça va se traduire par des limites au niveau des pods qui vont être créés. C'est-à-dire qu'on va avoir une limite explicite au niveau du conteneur. Et il se trouve que Spark, en fait, quand on précise 1 giga, il est un petit peu plus gourmand et il peut dépasser la limite qu'on lui définit. Et ça, dans un environnement conteneurisé, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que les conteneurs vont se faire tuer. Pour pallier à ce problème, on a en fait spécifié un paramètre en plus qui est le memory overhead et qui permet de définir une marge de mémoire en plus. Et donc, du coup, ça se traduit par des limites un peu plus qui vont contenir cette marge. Et donc là, on a nos jobs qui ne sont pas tués. Quelques points aussi sur les logs, parce que c'est important pour pouvoir suivre l'exécution de ces jobs. Il faut savoir que quand on lance des drivers sur Kubernetes, ils vont être conservés. Une fois que le job est terminé, en fait, ils ne vont pas être supprimés. Donc les logs, on peut les consulter aussi bien pendant l'exécution du job qu'à la fin. Ce n'est pas le cas pour les exécuteurs. Une fois que l'exécuteur a terminé sa tâche, les pods sont supprimés. Donc si on veut consulter les logs des exécuteurs, il faut le faire au fur et à mesure. Pareil pour l'accès à l'history server, on peut le faire par port forwarding pendant que le job est en exécution. On a également la possibilité d'envoyer les logs sur du S3. Dans notre cas, on ne l'a pas mis en place, puisqu'en fait, les logs du driver étaient suffisantes et on s'en est contenté. Enfin, comme je vous l'ai dit, on a des drivers qui vont s'accumuler sur Kubernetes, donc c'est toujours bien aussi de penser à un petit clean-up. Ce qu'on a mis en place, c'est une suppression régulière des drivers qui s'accumulent et qui étaient en succès. C'est-à-dire que pour pouvoir analyser les erreurs, on supprimait que les drivers en succès. Derrière, on analysait les échecs et après, on les supprimait manuellement. Donc au final, si vous deviez retenir les quelques points qu'il faut retenir de ce talk, c'est que Spark sur Kubernetes, dès lors qu'on a le cluster, dès lors qu'on a du stockage objet,
Manager, c'est pas compliqué, c'est essentiellement de l'intégration de plusieurs outils, mettre de la conf au bon endroit et il n'y a pas de setup lourd pour faire des traitements distribués. Notre approche, et ce qui a fonctionné, c'était d'avoir des jobs en mode cluster qui étaient déclenchés par Airflow avec l'opérateur Spark Summit. On a utilisé du stockage objet pour les données et les binaires et on a mis en place du Prometheus Grafana pour le monitoring avec un petit plugin pour Airflow. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre avec plaisir. Merci.